je lance le truc. Hop, ça enregistre. Ça enregistre. Ok, c'est bon Léa? Ouais. Parfait. Comme vous l'avez vu du coup, la masterclass d'aujourd'hui, elle va porter donc sur la visite d'entreprise et puis le patrimoine de savoir-faire. Vous n'hésitez pas, comme Léa l'a dit, à poser des questions quand vous voulez, à m'interrompre, soit, en levant la main là sur Teams ou, à m'interrompre tout simplement. Pour commencer déjà, on va se présenter nous. Qui c'est qui se cache derrière Parole de patrimoine? Donc, c'est moi Azélie et puis il y a Léa. Léa qui est là aussi. Est-ce que tu veux qu'on se présente un petit peu plus ou qu'on me présente tout de suite, Parole de Ouais, patrimoine? vas-y. Vas-y. Peut-être que je me présente un peu et toi, tu te présentes au moment où tu parleras plus de la OK, masterclass. il y a pas de souci, vas-y. Du coup, Léa, je suis la cofondatrice de Parole de patrimoine, avec Azélie. J'ai fait pour me présenter un petit peu sur mon parcours, j'ai fait une licence à l'école d'architecture de Clermont-Ferrand et après avec Azélie, on a fait un master en gestion des territoires et développement local. Donc c'est là où on s'est rencontrés et on a cette passion commune du patrimoine qui a fait que de fil en aiguille, on a créé un podcast et on a créé du coup Parole de patrimoine, qui est du coup une communauté, si tu veux, qui est une communauté autour de ce qui est le patrimoine, avec notamment des amateurs et des professionnels de tout horizon, mais qui ont ce volet commun du patrimoine, donc qui œuvrent à le faire, à le partager, à le valoriser de plein de manières qui soient. Que ce soit avec de la photographie, du graphisme, on a des médiateurs, on travaille, on échange aussi avec des responsables d'office de tourisme, des associations, et on va vraiment du patrimoine bâti au patrimoine paysager, au patrimoine de savoir-faire, forcément. Donc là, on a toute cette communauté qui se retrouve sur Discord, qui est une plateforme pour échanger, où on fait des ateliers thématiques, des réunions, on discute. On a un podcast, un blog collaboratif et on est surtout présente sur Instagram et on développe aussi un petit peu notre chaîne YouTube sur le volet vidéo. Et à côté de tout ça, on est aussi du coup une entreprise. Toutes les deux, on a chacune nos micro-entreprises, mais à terme, c'est voué à être une société pour vraiment accompagner à la valorisation du patrimoine, donc tout ce qui est au niveau ingénierie culturelle et touristique, mais aussi sur la partie digitale, surtout, qui est un peu notre spécificité sur la valorisation du patrimoine en ligne, avec les sites web, avec les réseaux sociaux. Et du coup, là-dessus, on crée du contenu pour les offices du tourisme, les associations, les organismes culturels, etc., pour promouvoir un petit peu tout ça. Voilà. Voilà. À ton tour, c'est... OK. Merci beaucoup Léa. Pourquoi cette présentation ce soir? Donc pour revenir, brièvement, sur mon parcours, moi j'ai fait un master de philosophie et puis je me suis tournée vers, le développement local et plus précisément le développement rural et en master 1, donc j'ai fait un stage sur le tourisme de savoir-faire avec, un monsieur peut-être que vous connaissez qui a été prof, justement, comment ça s'appelle? À Angers et qui est justement spécialisé sur le tourisme de savoir-faire et c'est là où, j'ai un peu, il m'a un peu transmis sa passion et de ce stage, on devait faire donc un mémoire, c'est le mémoire donc le tourisme de savoir-faire sur le territoire du Pays Sud creusois que vous pouvez retrouver donc sur la présentation et ça comportait en fait une étude de la structuration de l'écosystème des métiers d'art, textiles et des métiers d'art tissés, sur tout l'écosystème du Pays Sud creusois, donc à savoir, Aubusson et Felletin et c'est comme ça que, je suis venue à considérer le tourisme de savoir-faire et le patrimoine de savoir-faire que j'ai trouvé donc, des, thématiques extrêmement intéressantes et surtout en territoires, ruraux et les milieux ruraux ne sont pas forcément assez valorisés par rapport à ce patrimoine et donc c'est pour ça que, ça m'a beaucoup plu cette thématique. Donc voilà pourquoi cette présentation ce soir. De quoi on va parler? Donc le but, c'est vraiment un moment d'échange, hein, c'est pour vous en apprendre un peu plus sur, la visite d'entreprise, qui se nomme aussi, le tourisme de découverte économique, mais ce terme, est pas trop utilisé, peut faire peur, donc on parle plutôt de visite d'entreprise. Donc on va voir, qu'est-ce que cela comprend,
en quoi il y a un lien avec le patrimoine de savoir-faire et puis vous donner aussi, des idées de visites, de sorties, hem, même des inspirations si vous avez à développer, vous-même des visites d'entreprise ou, du tourisme de savoir-faire sur votre territoire, ça peut être un vrai, levier. Donc le but, c'est aussi, qu'il y ait un échange. J'insiste vraiment sur le fait que vous pouvez prendre la parole quand vous voulez et je vous poserai d'ailleurs une question en fin de présentation. J'aimerais beaucoup vous entendre sur une question. Donc, voilà. Est-ce que, bah, vous avez des questions? Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce qu'on peut commencer? Je ne vous vois pas, je ne vous entends pas, donc je fonce. C'est OK, good, tu peux y merci aller. Oui, Léa. les pouces. OK, parfait. Alors, la visite d'entreprise, qu'est-ce que c'est? Globalement, pour la définir, ça fait partie d'un tourisme de sens, qu'on peut définir comme un tourisme qui est raisonné, en fait, à l'inverse du tourisme de masse. Parce que, la visite d'entreprise, en fait, c'est un tourisme qui est plutôt culturel et qui s'intéresse aux savoir-faire locaux, donc qui touche au patrimoine social puisque, bah, lorsqu'on se rend en entreprise, on écoute les histoires des professionnels, mais il y a aussi, une dimension de patrimoine économique et culturel du lieu sur lequel nous venons en tant que visiteurs puisque, il se peut qu'on passe par la boutique et que ça génère donc un tourisme aussi économique. C'est pour ça qu'on peut parler de tourisme de découverte économique, mais on va plutôt parler de visite d'entreprise. Donc c'est pas un tourisme de masse, c'est un tourisme qui est plutôt raisonné, intéressé, dans le sens où, bah, les personnes qui visitent un territoire s'y intéressent de façon, prononcée, puisque le but, c'est vraiment d'en apprendre plus sur le passé de l'entreprise, sur le passé, aussi et sur la vocation, du professionnel qui va nous l'expliquer ou sur le métier d'art qu'on est en train de visiter et puis surtout répondre à la question, comment ça marche? Comment on fait? Donc, les touristes en fait qui pratiquent ce modèle touristique, ils veulent repartir, avec des connaissances ou des compétences aussi qui peuvent s'acquérir, bah, uniquement sur ce territoire ou dans cette entreprise. Donc cette branche du tourisme, pour la définir un peu plus précisément, elle se définit comme étant, bah, la proposition, de visites de sites en activité, donc qu'ils soient industriels, administratifs, commerciaux, agricoles, artisanaux ou de services, entre autres. Et ça regroupe donc la visite du patrimoine industriel, les parcs scientifiques et les musées techniques et tout ce qui est la valorisation des métiers d'art et la visite d'entreprise, donc aussi les ateliers, les usines, et cetera. Et donc, quant à la valorisation touristique de cette filière, on a une association, leader en France pour promouvoir les destinations. C'est Entreprises et Découvertes et on a, avec nous ce soir donc Alexis Bosson qui est le représentant de la région Aura pour Entreprises et Découvertes. Donc Alexis, si tu veux bien, je te laisse la parole pour, te présenter et puis nous présenter, l'association. Très bien, merci Adélie. Merci Léa aussi pour l'invitation. Donc pour Entreprises et Découvertes, quelques mots. Donc oui, on est l'association nationale spécialisée depuis plus de 20 ans dans la visite d'entreprise et ce qu'on appelle le tourisme de savoir-faire. Donc comme le disait juste avant Azélie, ce qu'on entend par visite d'entreprise, c'est bien évidemment sur tous les secteurs économiques confondus, que ce soit l'agroalimentaire, l'industrie, l'artisanat. Et on intervient auprès de tout type d'entreprise, donc de la TPE, la plus petite TPE, donc l'artisan seul chez lui, au grand groupe industriel. Je donnerai quelques exemples tout à l'heure. Mais voilà, ça comprend bien l'ensemble des entreprises. Notre association, donc aujourd'hui, on est une quinzaine de membres. Le siège est à Paris, mais ce qui est important, c'est que nous avons des antennes partout en France. Donc moi, je suis le délégué régional de l'antenne Auvergne-Rhône-Alpes. Donc voilà, ma mission est de structurer cette filière et de la valoriser au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Au niveau de l'association nationale, si vous voulez, on n'est pas seul, on ne décide pas seul. On a un comité de pilotage mixte et qui nous permet de répondre à tout ce que vient de dire Azélie sur le côté tourisme culturel, tourisme économique. Enfin voilà, l'idée, c'est que toutes les branches soient représentées. Donc c'est pour ça qu'on est soutenu à la fois par des ministères comme le ministère de l'Éducation nationale, de la Culture, mais aussi le ministère de l'Économie,
On a aussi comme partenaire des fédérations professionnelles qui attendent beaucoup de la visite d'entreprise, hein. Donc, je parle de l'UEMM, l'ANIA, de l'agroalimentaire, de l'automobile et d'autres fédérations professionnelles. Et puis des territoires qui voient en cette visite d'entreprise un gage d'attractivité. Donc, c'est pour ça qu'au sein de notre comité de pilotage, on a autant des régions, des offices du tourisme et des grandes entreprises qui, depuis des années, sont engagées dans la visite d'entreprise. Nos missions, elles sont, on a 3 grandes missions à l'association qui est déjà structurée et animée à un réseau, hein, puisqu'aujourd'hui, on a 500 adhérents répartis sur l'ensemble de la France. L'idée est d'animer ce réseau d'adhérents qui puissent à la fois échanger sur les bonnes pratiques de la visite d'entreprise, d'avoir des retours d'expérience. Nous, au niveau national, on organise des observatoires tous les 2 ans, ce qui donne un peu les indicateurs sur la visite d'entreprise en termes de typologie de visiteurs, en termes de panier moyen, en termes d'entreprises, si c'est des entreprises de plus de 50 ans, de moins de 250 salariés. Enfin, l'idée est d'avoir différents indicateurs pour faire développer cette filière. On a aussi tout le volet, comment dire, l'animation plus large. Par exemple, on invite tous nos réseaux à des événements. Là, les prochaines sont les rencontres nationales de la visite d'entreprise qui ont lieu le 9 et 10 mars prochain à Paris. L'idée est d'échanger sur des thématiques très, très précises pour faire avancer et lever certains problèmes, hein, donc propres à chaque entreprise. Le deuxième volet, c'est plutôt la promotion et l'animation et la valorisation de l'offre, hein. On a un site internet qui référence aujourd'hui les 2000 entreprises qui ouvrent leurs portes à la visite. L'idée est de leur offrir une vitrine pour qu'un visiteur lambda puisse découvrir dans n'importe quelle région et dans n'importe quel secteur économique une entreprise. On a aussi un partenariat avec les éditions Hachette qui nous permet de développer un guide du routard sur la visite d'entreprise. Donc, on en a fait une édition nationale en 2018, réédité l'année d'après en 2019. Et les retombées ont été vraiment importantes, hein, parce qu'on a tout vendu. Mais donc, du coup, maintenant, on fait des éditions régionalisées avec Hachette. Donc, aujourd'hui, on a un guide de routard en Nouvelle-Aquitaine, en Provence-Alpes-Côte d'Azur et en Occitanie. Et l'idée, c'est d'en avoir un par région dans les années à venir. Et le troisième volet, ce qui m'occupe moi le plus de mon temps au niveau régional, hein, c'est l'accompagnement des entreprises et des territoires. Là, c'est plutôt un volet d'ingénierie, de prestations. On accompagne les entreprises dans l'ouverture de leurs portes au grand public ou aux scolaires. En tout cas, on regarde avec elles ce qui est faisable en termes de parcours, de contenu, de gestion, de gestion et de logistique, même de modèle économique. Voilà, on fait ça avec les entreprises qui ne font pas de visite, mais aussi celles qui ont commencé à faire de la visite, mais qui souhaitent se professionnaliser par la suite. On fait aussi de la formation, hein, puisqu'on on a été certifié Calliope depuis peu. L'idée est de former, par exemple, les salariés qui vont être engagés pour faire la visite. L'idée, c'est tout simplement qu'ils puissent parler au mieux de leur métier, hein. Ils connaissent très bien leur travail, mais par contre, de savoir l'expliquer, le vulgariser à un grand public, c'est pas toujours facile. Donc nous, on fait des formations aussi là-dessus. On accompagne aussi les territoires, hein. Je parle notamment des offices du tourisme ou les agglomérations, les comités de communes. On a des actions très précises pour développer cette thématique du tourisme de savoir-faire pour derrière répondre à des enjeux d'attractivité du territoire. Donc voilà à peu près les 3 grandes structures qui nous occupent au quotidien. Les enjeux de la visite d'entreprise, je voulais en dire 2 mots aujourd'hui parce que c'est vrai que, dans notre accompagnement, en tout cas, on adapte vraiment le parcours de visite et l'offre de visite selon l'enjeu de l'entreprise. Donc soit c'est des enjeux liés au recrutement, liés à la marque employeur, hein. Aujourd'hui, c'est ce qui m'occupe le plus de mon temps. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui veulent mettre en place cette nouvelle offre, tout simplement pour faire connaître leur métier, leur savoir-faire, leur univers de travail aussi, et puis pouvoir découvrir in situ des métiers
au-delà de toute représentation et discours qu'on peut avoir sur certaines filières, hein. Je pense notamment au métier de la métallurgie, au métier de la plasturgie, voilà, à d'autres métiers. Et beaucoup de filières aujourd'hui sont en manque de main-d'œuvre, donc il y a beaucoup de savoir-faire aussi comment dire, en danger, hein, parce qu'il n'y a plus de formation en face. Donc l'idée, c'est peut-être de susciter de nouvelles vocations auprès de jeunes. On travaille aussi beaucoup avec les demandeurs d'emploi, donc c'est aussi permettre une reconversion possible en découvrant des métiers in situ. Pour les territoires, comme je disais, l'enjeu de la visite d'entreprise, c'est tout simplement montrer que le territoire regorge de savoir-faire, hein. C'est un gage de leur attractivité, au-delà des musées et d'autres activités touristiques. Le tourisme de savoir-faire, c'est aussi un moyen d'attirer de nouveaux visiteurs. Là, on parle plutôt de ce que Asie disait tout à l'heure, de tourisme de proximité, de tourisme durable. Là, c'est vraiment un tourisme raisonné qu'on vise, hein, puisque c'est à chaque fois des groupes d'une dizaine de personnes. On est loin d'énormes flux touristiques qui se déversent un peu partout. Et puis, bien évidemment, pour les entreprises, comment dire, la visite d'entreprise, c'est un moyen de communication très important, à la fois pour montrer que c'est des acteurs du Made in France, comme c'est noté ici, mais aussi pour montrer peut-être un peu plus sur leur politique RSE, comme ils sont, voilà, montrer leurs responsabilités en termes d'environnement, en termes d'impact aussi social. C'est un gage de transparence énorme, et les entreprises qui jouent le jeu d'ouvrir leurs portes, sont vraiment, comment dire, doivent jouer le jeu de la transparence. Et donc, c'est beaucoup apprécié par les visiteurs, puisque savoir comment fabriquer un produit, derrière, bien évidemment, il y a de la vente. Il y a un gros enjeu de vente, hein, on le disait tout à l'heure. Souvent, la visite se termine par une boutique, et on remarque que le panier moyen est souvent doublé avec une visite que sans visite. Donc c'est très important, mais aussi en termes de notoriété, hein, tout simplement, que la marque, au niveau marketing, hein, que la marque soit appréciée, soit valorisée. Pour les entreprises, c'est aussi un énorme enjeu. Voilà, et puis je crois qu'il nous reste une dernière slide, voilà, sur qu'est-ce que ça représente la filière de la visite d'entreprise aujourd'hui en France. Donc j'en parlais, hein, c'est 15 millions de visiteurs accueillis dans plus de 2000 entreprises. Ça, c'est des chiffres qui datent de notre dernier observatoire qui date de 2020, hein, juste avant la crise sanitaire. Nous sommes en train de réaliser en ce moment le nouvel observatoire qui va sortir pendant l'été. L'idée est les 2000 entreprises, le chiffre va vraiment, vraiment évoluer, va progresser, puisque par région, en fait, nous avons fait un diagnostic plus poussé sur l'offre existante et surtout le potentiel. Donc on va au-delà des 2000 entreprises, ça c'est sûr. Ce qu'on remarque et ce qui est important, c'est le fort pourcentage des TPE-PME au sein de la visite d'entreprise, hein. Voilà, beaucoup de petites entreprises qui ouvrent leurs portes. On pense souvent aux gros mastodontes, hein, comme EDF par exemple, hein, qui est la première entreprise visitée en France. Donc là, c'est pour montrer qu'il y a quand même une multitude de PME avec énormément de savoir-faire très différents. Donc c'est pour montrer aussi toute la richesse et la diversité qu'on a en France en termes de visite d'entreprise. Je ne l'ai pas dit au début, mais ça reflète ça, ce chiffre. La visite d'entreprise est vraiment une exception culturelle française, hein. Ce qu'on compare à l'étranger, ça n'a rien à voir. Là, le fait de rentrer sur les sites de production, de découvrir le savoir-faire et d'avoir ce côté aussi transmission de savoir-faire à travers la visite, on ne le retrouve pas ailleurs. Et c'est beaucoup apprécié du public étranger. Je ne vois pas le chiffre là, mais le public étranger, c'est aujourd'hui presque 20% des visites d'entreprise. Ça a beaucoup évolué, bien évidemment, puisque le savoir-faire français est apprécié dans le monde entier. Donc ça intéresse aussi les publics étrangers. Donc voilà pour moi à peu près sur les chiffres. Bah, Azélie, je te coupe avant que tu reprennes. Vu qu'on parle justement là des publics, du tourisme de savoir-faire à l'étranger, Jérémy, je ne sais pas si tu vas me détester de te donner la parole, mais est-ce que ça te parle? Du coup, en Suisse, est-ce qu'il y aurait des choses un peu qui ressemblent à ça, ou tu aurais des expériences un petit peu, soit du coup, que tu aurais faites en France par rapport à ça, mais surtout, est-ce qu'en Suisse, il y a des dispositifs similaires?
Bonsoir tout le monde. Alors pour parler un petit peu de la Suisse, le thème des visites d'entreprise, c'est quelque chose qu'on avait creusé. En fait, on a lancé avec des amis un système pour faire des visites guidées interactives, une application pour smartphone qui était plutôt dédiée du coup à visiter des villes par exemple. Puis on s'était dit, ah, mais il y a quand même pas mal d'entreprises qui peuvent être intéressantes. On a énormément de centrales solaires, de centrales hydroélectriques, tout ce genre de choses. Et ça a vraiment rien donné. C'est vrai que ça a l'air d'être une spécificité française que les entreprises soient autant ouvertes. On avait trouvé un travail, je ne sais plus un étudiant de quelle université en Suisse avait fait un travail justement sur le potentiel des visites, d'entreprise et on s'était appuyé là-dessus. On avait essayé de contacter pas mal de personnes, mais ça a pas l'air d'être si ouvert que ça, OK. Bon, bah, faut malheureusement. on a creusé ça après, tu enverras la masterclass, aux homologues, en Suisse, ça Il dé faudrait peut-être que je fasse ça, ouais. OK, merci pour ton avis. En tout cas, c'était l'occasion d'en savoir un peu plus. Vas-y, Azélie, je te redonne la main. Bah, c'est peut-être pour, compléter, sous les dires de Alexis, hein, bien sûr, si jamais, je dis une bêtise, n'hésite surtout pas à me reprendre, mais, dans le pourcentage de public individuel, en fait, je voulais peut-être revenir un petit peu là-dessus parce que, bah, les principales cibles, ce sont les individus, heu, familles et les touristes seuls et puis il y a les groupes et les scolaires. Et en fait, le fait que, bah, la première cible soit les individuels, c'est plutôt important parce qu'on peut en déduire, en fait, que les entreprises, ils ont réussi, bah, non seulement à développer leur communication, ce qui est donc, le cas en France plutôt, mais aussi, d'un point de vue technique. Parce que ça signifie que, bah, toutes ces entreprises-là, elles ont réussi à se mettre aux normes, elles peuvent recevoir, le grand public et c'est une preuve, en fait, de maturité aujourd'hui de la visite d'entreprise parce que les usines et les sites qui reçoivent ce public, ils sont en capacité d'accueillir les individuels qui sont un peu plus complexes à gérer que les groupes, bah, quant à l'attention, la visite aussi, comment ça se déroule, puis la communication, etc. Enfin, je ne sais pas si Alexis, tu es OK avec ça, mais du coup, je voulais peut-être souligner un petit peu ça. Voilà. Oui, c'est vrai, le public individuel, enfin familial, représente énormément. Alors il y a encore beaucoup à faire, hein, c'est quand même une contrainte pour les entreprises parce que le fait de s'organiser pour accueillir, du public individuel, c'est-à-dire mettre en place des créneaux de réservation, constituer des groupes, si c'est des visites guidées. Donc il y a un vrai travail, par exemple, un office du tourisme ou, voilà, donc d'autres compétences qui n'ont pas forcément en interne. Donc ça se met en place aussi, c'est mis en place et doit en plus se développer. Certaines nous disent: «On préfère que des groupes, comme ça on sait qu'un groupe vient à telle heure et au moins on n'est pas gêné dans notre production». En fait, c'est vraiment, chaque entreprise, fait un peu comme bon lui semble, mais aussi, et ce qui reflète, aussi de ce chiffre important, une partie des entreprises, ne s'occupent pas de leur visite et ce sont, par exemple, les offices du tourisme ou des prestataires, extérieurs, privés, qui peuvent prendre en charge aussi cet aspect, guidage et réservation. Donc voilà, je suis un peu plus, comment dire, mitigé parce que nous, chez Entreprises Découvertes, ce qu'on prône le plus, c'est que ce soit bien les salariés, que ce soit en tout cas en interne qu'on fasse découvrir l'entreprise et le savoir-faire, puisque c'est eux qui le connaissent le mieux. Et puis la culture d'entreprise et le ressenti et la valorisation de l'humain qu'on recherche, à travers la visite. C'est pas qu'on l'a pas avec un guide, d'office du tourisme, hein, loin de là, mais c'est un discours un peu plus appris, un peu plus vraiment maîtrisé. Donc voilà, c'est la seule différence que je fais, mais beaucoup d'entreprises vont vers ce modèle-là. Je le comprends tout à fait en termes de gestion RH, c'est souvent assez compliqué. OK, merci beaucoup. Mais oui, je suis d'accord, mais on va y revenir, là-dessus, on va y revenir justement. Bon, là, il y a pas d'autres questions pour le moment, tout va bien? Léa, fais-moi signe. C'est bon, c'est bon. OK, let's go. Alors, maintenant, on va voir, qu'est-ce que c'est que le patrimoine de savoir-faire? Comment c'est une filière intéressante par sa valorisation, par les labels et toutes les choses, touristiques qui sont mises en œuvre autour pour mettre en lumière justement ce patrimoine, donc le patrimoine de savoir-faire. Alors, quand vous allez visiter une entreprise ou un lieu de savoir-faire, faites attention à ce logo
entreprise du patrimoine vivant. C'est un label EPV. C'est une marque de reconnaissance de l'État qui indique que l'entreprise respecte un cahier des charges bien précis, bien strict, qui vise à faire perdurer une technique qui est bien précise. Et ce label-là, en fait, il est mis en place pour distinguer des entreprises françaises, entre autres, des savoir-faire industriels et artisanaux d'excellence. Donc, c'est un label qui est rattaché au ministère de l'Économie et des Finances et qui est, lui, décerné par les préfets de région. C'est l'État qui a confié donc la gestion de ce label à l'INMA, donc c'est l'Institut national des métiers d'art, on va y revenir, en 2019. C'est un label qui est attribué pour une période de 5 ans. Il rassemble des fabricants qui partagent une certaine vision des activités qui doivent être celles de leur entreprise. Et parmi ces différentes visions, on a par exemple la haute performance de leur métier et de leurs produits, une attention permanente à la formation en interne, une démarche innovante autant techniquement que socialement, et aussi une stratégie commerciale qui est dynamique. Et ce label EPV, c'est le seul label d'État qui est décerné à une entreprise pour l'ensemble de son activité et qui garantit l'excellence de ses savoir-faire. Donc, en tout, il y a 1448 entreprises du patrimoine vivant qui sont réparties en France entre les équipements industriels, médicaux, mécaniques. Il y a aussi les arts de la table avec la gastronomie. On a aussi la culture, la communication, l'architecture, le patrimoine bâti aussi, la mode, la beauté, l'ameublement, la décoration, les loisirs, les transports, voilà. Enfin, tout, c'est assez vaste et on peut retrouver de tout ce qu'on veut dans le label EPV. Donc voilà. Et pour en venir au métier d'art, c'est quoi un métier d'art? Parce que c'est en lien avec le tourisme de savoir-faire, puisque un métier d'art, si on reprend la définition officielle des métiers d'art, on va retrouver, donc je cite, alors je vais vous lire la petite définition. Relèvent des métiers d'art les personnes physiques et les dirigeants sociaux des personnes morales qui exercent à titre principal ou secondaire une activité indépendante de production, de création, de transformation ou de reconstitution, de réparation et de restauration du patrimoine, caractérisée par la maîtrise de gestes et de techniques en vue du travail de la matière et nécessitant un apport artistique. Donc là, on voit qu'il y a 2 critères à retenir pour qu'un savoir-faire soit qualifié de métier d'art. Donc on a la transformation manuelle de la matière et aussi le geste artistique qui va au-delà de l'exécution manuelle. Donc, il y a 281 métiers d'art qui sont répertoriés sur une liste bien exhaustive de l'INMA, donc l'Institut national des métiers d'art. Et tous ces beaux métiers, il s'agit de les faire perdurer. Et donc, on les a reconnus avec un label EPV qui certifie que ce sont des savoir-faire d'excellence, mais il s'agit aussi de les transmettre pour ne pas les perdre. Donc, comment on fait et comment ça se passe pour pouvoir donner l'envie et pour pouvoir les transmettre, ces métiers d'art. Donc, concernant leur transmission, il existe donc un dispositif adapté à la formation jeunes et adultes pour tout âge, qui est le dispositif maître d'art élève, et on va y revenir. Mais anciennement, la société d'encouragement au métier d'art, c'était ce qui était... maintenant, on a Institut national des métiers d'art, et avant, ça s'appelait la société d'encouragement au métier d'art. Et c'est devenu donc l'INMA en 2010, qui a été à l'initiative du Premier ministre François Fillon à l'époque. Donc cette institution, elle est placée sous une triple tutelle de ministères. On a le ministère de l'économie, de la culture et de l'éducation nationale pour une action qui est plus concertée, on va dire. Donc on compare souvent le titre de maître d'art avec le Trésor national vivant, donc comme vous pouvez voir, trésors nationaux vivants du Japon, qui est à juste titre parce qu'il s'en est inspiré justement. Et le trésor national vivant, c'est une expression usuelle au Japon pour désigner une personne qui est certifiée conservateur de biens culturels immatériels importants par le ministère de l'Éducation, de la Culture, des Sports, de la Science et de la Technologie au Japon. Et donc les propriétés culturelles immatérielles
représentent des compétences immatérielles de grande valeur historique et artistique au Japon. Et donc, on s'est inspiré donc des trésors nationaux vivants pour refaire sortir cette dimension de métier d'art. Donc, quant à sa transmission, on a le dispositif maître d'art, élève, qui assure donc la transmission des savoir-faire. Il y a une phase de nomination par l'INMA pour savoir quel atelier et quel savoir-faire va être nominé et quel maître d'art va recevoir un apprenti, parce que c'est là tout l'enjeu. Donc après la nomination, on a un accompagnement par l'INMA et par ce dispositif maître d'art élève qui est donc proposé à tous les binômes et c'est un accompagnement sur 3 ans. Donc l'atelier du maître d'art, c'est le lieu privilégié de la transmission, mais le parcours de l'élève, il se prolonge hors les murs via des salons, mais aussi des projets. Et plein de projets qui vont être suivis justement par ce dispositif. Donc la structure professionnelle du maître d'art, donc l'atelier ou le maître d'art lui-même, reçoit une allocation annuelle du ministère de la Culture et cette aide complète l'appui pédagogique de l'INMA qui veille à la cohérence des actions, qui soutient le maître d'art dans sa mission et qui conseille aussi l'élève dans ses choix professionnels puisque le but étant de former des futurs maîtres d'art. Donc voilà. Voilà pour le patrimoine de savoir-faire et sa transmission. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? C'est OK? Non, c'est bon, ça a l'air OK. OK. Alors, pour en revenir brièvement à la visite d'entreprise et au patrimoine de savoir-faire, on peut résumer en 5 points l'apport. Donc pour les entreprises, on a une meilleure communication et plus de coopération sur le territoire entre le secteur du tourisme et de l'industrie. Aussi, et c'est un point très important, quand on a visité quelque chose, on en parle en bien ou en mal, mais dans tous les cas, on est un ambassadeur et on devient un ambassadeur ou une ambassadrice. Donc, on est ambassadeur du territoire et de l'entreprise. Et donc, le territoire et l'entreprise se doivent de donner une bonne image de marque. Et si c'est réussi, alors les visiteurs seront des bons ambassadeurs et l'entreprise aura une visibilité méritée, ce qui est très important. Bien sûr aussi, on a des retombées économiques qui sont essentielles au territoire. Les visiteurs achètent local. Je crois que Alexis l'a dit tout à l'heure, mais c'est très important, c'est à savoir que les achats sont en moyenne 2 fois plus élevés que dans une boutique sans visite préalable. Parce que la visite d'entreprise, c'est un outil de vente qui est efficace. Forcément, le public découvre des histoires des professionnels et des histoires des savoir-faire d'exception et veut ramener des souvenirs avec lui. On a aussi la valorisation des entreprises qui rend le territoire plus attractif pour les futurs habitants, par exemple. Quand on pense développement local, il faut penser aussi tourisme parce que c'est la première porte d'entrée pour les futurs habitants. Donc la visite d'entreprise peut être cette porte d'entrée. Donc là, je m'adresse plus à des agences d'attractivité, à des OT, des offices de tourisme ou des CRT aussi ou des CDT qui là, on pourrait toucher à quelque chose de plus de l'attractivité résidentielle, mais qui est essentiel aussi. Et enfin, et c'est pas des moindres, ça peut donner des idées de métiers. Ça peut créer des vocations et aux futurs actifs. Par exemple, on a le forum des métiers, on a l'orientation sur Parcoursup, et cetera, les portes ouvertes. Mais ça, ce sont des manières plutôt classiques qui sont nécessaires. Mais on peut, pourquoi pas, aller voir les artisans directement, les voir travailler dans leur environnement et ça peut susciter des envies. Voilà. Est-ce que, Alexis, tu voudrais rajouter quelque chose sur tout ça ou est-ce qu'on peut passer à un aspect un peu plus fun, moins technique, en voyant des exemples de visites d'entreprise? Écoute, tu as très bien résumé. Ok, Merci. ok, merci à toi. Let's go. Alors, maintenant, donc, on va rentrer dans un aspect qui est un peu plus fun parce qu'on va voir une bonne visite et une moins bonne pour que vous ayez aussi l'œil en tant que professionnel. Donc là, on a l'exemple de la distillerie Cointreau. Vous pouvez scanner le QR code si vous voulez et naviguer sur leur site parce que c'est un très bon exemple et c'est un exemple pour moi type du tourisme de savoir-faire.
L'usine, elle est construite pour accueillir le visiteur, pour qu'il soit plongé dans la fabrication exclusive de cette liqueur, parce qu'elle n'est produite nulle part ailleurs que dans cette usine. Donc le visiteur, il apprend sa fabrication, il comprend sa distillation, il connaît l'histoire aussi de la marque, il peut voir les différentes pubs à travers le temps aussi, il peut expérimenter la fabrication de cocktails à partir de cette liqueur. Et donc, on a toute une histoire et on nous plonge dans un environnement absolument unique. La distillerie, savoir qu'elle a ouvert ses portes en 1910 et elle a reçu déjà plus d'1 million de visiteurs depuis qu'elle a ouvert. Et pourquoi c'est une bonne visite d'entreprise? On peut le voir en 3 points. On a déjà d'un point de vue accessibilité et accès PMR, tout le monde peut y aller. Les personnes handicapées moteurs, physiques, mentales, c'est adapté à tous. Aussi, on a l'histoire du lieu, des hommes, des machines, des éléments de décor aussi, qui nous plongent dans un vrai univers, donc on nous raconte une histoire. Et enfin, on a différents parcours. Donc comme je vous ai mis sur cette slide, on peut voir qu'on a 3 expériences différentes. Et donc, c'est des différentes visites en fonction de votre temps et aussi de l'importance que vous voulez consacrer au lieu. Et ça, c'est pas mal. Enfin, je ne m'attarde pas dessus parce que vous avez le site, vous pouvez aller voir par vous-même avec le QR code et vous comprendrez qu'effectivement, tout est bien ficelé. On va passer à un exemple, contre-exemple un peu moins cool. C'est l'exemple de la filature Terrade à Felletin. Et j'en parle parce que je l'ai fait et que vous pourrez retrouver, si vous êtes intéressé, dans mon mémoire, justement, cette analyse-là. C'était le sujet de mon mémoire. Et donc, si cette filature-là, elle est prise comme contre-exemple, c'est pour quelques raisons sur lesquelles j'aimerais revenir, qui sont un peu les contraires de ceux qu'on vient de voir. Par exemple, vous pouvez voir là sur, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais sur l'exemple, sur la photo du milieu, on peut voir que on a un accès qui est assez compliqué. Déjà, globalement, on n'a pas d'accès handicapé, donc il n'y a pas d'accès PMR, et on a des minuscules escaliers pour monter à l'étage de la filature. Donc pour des personnes âgées aussi, ça peut être compliqué. Aussi, on a un sens de circulation et la circulation de la visite qui n'est pas forcément optimisée. La place, elle est pas suffisante pour circuler et lorsque les machines sont en route, l'écoute de la visite reste très difficile. Il n'y a pas possibilité d'accueillir un gros groupe et les machines ne sont pas forcément protégées. C'est assez dangereux pour les scolaires, il faut faire attention. Après, d'un point de vue communication, c'est pas forcément très bon non plus. Sur leur site web, à aucun moment c'est marqué qu'on peut venir les visiter. Et le panneau que vous voyez à gauche, c'est le seul panneau qui indique la filature. Et pour revenir sur ce que Alexis a dit tout à l'heure, ce qu'il faut savoir, c'est que sur cette filature, c'est l'association du patrimoine de la ville qui gère les visites et pas le site lui-même. Donc, les employés, même sur site, ne sont pas forcément prévenus quand des gens vont venir les voir, par exemple. Donc, c'est une organisation assez complexe, assez difficile pour des visites qui sont pourtant très intéressantes, mais qui pourraient être sublimées par plein de choses. Parce que, par exemple, quand on visite une filature, on s'attend peut-être à toucher de la laine dans ses différentes étapes, que ce soit le cardage, le filage, par exemple, ou la teinture aussi. Mais du coup, on reste un peu frustré. Voilà. Voilà pour ce contre-exemple. Léa, éventuellement, des remarques peut-être avec notre article scientifique, si tu veux en parler pour aller plus loin? Oui, par rapport à cet exemple-là, en fait, nous, dans le cadre, du coup, ça, c'est, Azélie, elle a fait son mémoire et dans le cadre de nos études, on avait à faire un article scientifique et moi, j'ai fait mon mémoire sur, le patrimoine et le numérique, donc comment le numérique peut être utile dans la valorisation du patrimoine et en fait, on a trouvé ça hyper intéressant de s'appuyer sur, les analyses
les problématiques, donc les avantages de la visite d'entreprise et les inconvénients, et de voir comment le numérique pouvait venir trouver potentiellement, enfin pouvait être une réponse à ce type de problématiques, l'accessibilité, la communication, etc. Donc sur notre site web paroledepatrimoine.fr, on peut retrouver à la fois, vous pouvez retrouver le mémoire d'Azélie et aussi cet article scientifique qui vient donner un peu une ouverture. Donc c'est une ouverture qui est simplement venue, qui est sur de la bonne idée, de la mise en action fictive. On a fait vraiment une projection en troisième partie d'analyse pour exprimer comment ça pouvait venir compléter. Donc ça peut être intéressant peut-être sur d'autres sites à voir comment ça peut s'adapter. Donc voilà. Oh, merci Léa. Et ben, on va arriver, si on n'a pas de questions là-dessus, on va arriver sur notre ouverture. J'aimerais vous entendre. Quelle entreprise vous avez visité? Est-ce qu'elles étaient cool? Est-ce qu'elles étaient moins cool? Et si vous en avez jamais visité, pourquoi? Moi, si tu veux, je lance les hostilités en exemple, et puis après, comme ça permettra aux autres de parler sans être timide, espérons. Moi, j'ai fait les visites d'entreprise, tout ce qui est autour de Saint-Nazaire. Alors, je ne sais plus lesquelles sont considérées dans entreprise et découverte ou en visite d'entreprise, mais j'ai fait les visites du port, les visites du sous-marin et du paquebot, mais je ne sais pas si ça marche dedans. Si, c'est bon, ça rentre dedans? Oui, les trois sont adhérents. Ok, bon bah voilà. Moi j'ai fait ça comme visite et c'est vrai que c'était hyper intéressant parce que c'est un sujet qu'on connaît pas du tout. Enfin, moi je suis pas du tout originaire de cette partie-là de la France. En Auvergne, on n'a pas l'eau, donc on n'a pas trop de bateaux. Du coup, de se rendre compte de ça, de voir comment ça fonctionne et d'avoir un peu les mots techniques ou de voir ce qui se cache derrière aussi les portes et la création d'objets et du coup en l'occurrence de bateaux. C'est plutôt intéressant et je trouve que c'est plutôt une réussite à Saint-Nazaire vu qu'en plus ils misent sur plusieurs offres. Il y a vraiment tout public et toute durée et vraiment à plus ou moins tout sujet. Ils arrivent bien à croiser les sujets, donc c'est plutôt intéressant et en plus c'est sur une partie c'est au niveau du port et c'est pas animé. En fait, à part faire les visites d'entreprise et découvertes et les visites d'entreprise qui sont au niveau du port, il n'y a pas d'autre chose à faire facilement accessible. Il faut vraiment retourner dans le centre-ville après. Et du coup, il y a une offre touristique qui est hyper intéressante de ce point de vue-là, puisqu'il y a au moins 3-4 choses à faire et il y a des packs groupés. Donc, on est là facilement un après-midi, une journée que pour faire cette partie visite d'entreprise. Donc, après, il y a plein de choses à faire autour. Voilà, mon retour sur ça. Si du coup, il y a d'autres choses que vous ayez visitées ou quoi. Ou même Jérémy, tu as eu l'occasion de faire des visites en France? Je réfléchis comme ça, des visites d'entreprise, j'ai pas tellement de souvenirs, malheureusement. Ok, bon. Je repense à un truc qui se fait pas mal en Suisse. Typiquement, nous, on est dans la région où il y a beaucoup de montres, il y a beaucoup de fabriques de montres. Et la plupart des entreprises ouvrent du coup leur propre musée. Alors, c'est peut-être aussi des moyens qui sont différents, mais ils ont vraiment leur musée pour montrer leur histoire. Et du coup, c'est des expériences qui sont toujours assez intéressantes. Revenir sur l'histoire de l'horlogerie et tout, c'est des choses qui sont vraiment agréables. Ce qui est dommage, c'est que c'est très déconnecté du coup de la fabrique en soi. On ne voit pas forcément les gens travailler à l'intérieur, alors que c'est des entreprises où il y a vraiment des gens qui fabriquent tout ça à la main. Donc, il y a tout un savoir-faire et tout qui est super intéressant. Ça, c'est des visites qui sont plutôt accessibles par groupe. En tout cas, moi, je l'ai souvent fait plutôt dans un cadre limite scolaire, quoi, ou vraiment alors, une sortie de boîte qui visite une autre entreprise, par exemple. Mais on peut vraiment aller sur les lignes de production. Ça, c'est assez intéressant. Ok, trop bien d'avoir ton retour sur ça. Du coup, Justine, Jean-Pierre, Marie-Claire, est-ce que vous voulez partager une expérience que vous avez faite par rapport à ça? Non. Oui, moi, Ouais. désolé, Oui, Jean-Pierre, oui. Moi, oui, je on peux. entend, c'est bon. Ok, parfait. Parfait. Je peux partager. J'avais visité le moulin Richard Debat à Ambert.
Oui. ou fabrication du papier. Ça m'avait vraiment très intéressé. Je trouve ça très, très, très bien. J'avais visité, après des distilleries, de rhum, en Martinique et à Marie-Galante. C'était assez intéressant aussi. Et sinon après j'ai fait aussi des visites de sites plus industriels, type EDF ou Michelin ou je sais plus exactement. J'en ai fait plusieurs, mais ça faisait déjà plusieurs années, quoi. Mmh. OK, super. Et des choses qui vous ont marqué, en bien ou en mal, ou des choses à relever que vous avez trouvé particulièrement intéressant par rapport à ces visites? Non, bah, enfin, je trouve ça, très, hem, très agréable, et de pouvoir parler avec des personnes Ouais. qui font enfin, tout de suite, ça donne, une autre, perspective et c'est vrai que ça encourage à acheter des choses, en fait. Mmh. C'est clair que ça, enfin, voilà, on a un peu d'empathie avec les personnes et on a envie de se faire plaisir et de faire plaisir aussi aux gens qui nous ont reçus, quoi. Mmh. Génial. Merci pour ce retour. Si tu veux, D'autres Léa, personnes, qui, Léa, si tu veux, je vais dire, je vais en ouais, citer une ou deux si tu veux, sur celles vas-y. que j'ai visitées, mais en retenir, deux, c'est compliqué, mais je voulais citer la Cité de la Chaussure à Romans-sur-Isère. Si vous ne l'avez pas faite, je vous la conseille vraiment. Donc là, ça s'appelle Cité, mais c'est vraiment un atelier de production donc de chaussures en cuir. Vous rentrez au cœur de l'atelier, vous êtes vraiment au-dessus de l'épaule des ouvriers et ouvrières qui coupent le cuir, l'assemblent et jusqu'au produit fini. C'est vraiment exceptionnel. Et puis, je voulais la citer parce que c'est tout simplement une belle aventure, tout simplement. Romans-sur-Isère, capitale de la chaussure, qui a connu une forte désindustrialisation. Toutes les industries ont fermé les unes après les autres. Et ils relancent l'aventure depuis quelques années. Et donc, ils ont associé la visite avec ça parce que justement, ils ont besoin de faire connaître ce savoir-faire. C'est quand vous voyez les machines qui sont utilisées, elles n'ont pas bougé depuis 40 ans, tout simplement parce qu'il y a un geste qui se fait qu'à la main et qu'on ne peut pas mécaniser. Donc, ils sont obligés de rappeler les anciens salariés pour transmettre ce savoir-faire aux nouveaux opérateurs. Et donc, voilà, on découvre tout ça au cours de la visite et c'est un très belle boucle de cette industrie à Romans-sur-Isère. Donc, voilà, je conseille vraiment à découvrir cette visite qui est très belle. Les chaussures aussi sont très belles. Et puis peut-être, l'intervenant juste avant moi parlait d'EDF. Alors, je peux vous en citer une, puisqu'avant je travaillais chez EDF pendant 4 ans et je m'occupais de la visite, industrielle chez EDF. Mais une qui m'a particulièrement intéressé et impressionné, c'est la visite d'un barrage, dans la vallée de la Maurienne, en Savoie, parce que, vous êtes sous les vannes, vous êtes, proche, vraiment de la turbine. Donc là, en termes d'immersion, vous êtes vraiment au cœur du processus industriel. Là, il n'y a rien à vendre. Mais par contre, en termes de pédagogie, c'est énorme. Tout simplement, voilà, vous êtes avec les salariés qui se donnent vraiment, enfin, c'est des métiers exceptionnels qu'on ne s'imagine même pas, et que la lumière qui arrive chez vous n'est pas magique. Derrière, il y a tout un process industriel. Et donc, ils le font découvrir. Vous êtes vraiment derrière ces immenses par exemple, vous êtes derrière le mur, derrière la vanne qui retient des mètres et des mètres cubes d'eau qui poussent. Et voilà, il y a des personnes qui assurent la maintenance, qui assurent que tout ça fonctionne bien. Donc voilà, le faire découvrir aussi, ça montre que il y a des métiers essentiels aussi. Mmh. Donc voilà, je voulais partager cette expérience aussi. Trop bien. Oui, il y a de quoi faire déjà, rien qu'avec les exemples-là, on peut faire un beau petit quadrillage, un peu partout. Est-ce que d'autres personnes, veulent partager une expérience par rapport à ça? Sinon, je vais donner plein d'idées par la suite si personne ne se manifeste. Ouais, bah, je pense que Je, c'est je suis vraiment Moi, je désolé, peux du coup, compléter? j'en Ouais. profite. Ah bah, pardon, j'interromps juste. Je vais devoir partir. J'ai mon entraînement de rugby, alors je vais vous laisser, mais je regarderai la fin, du coup, dans le replay. trop bien. Bah, bon entraînement à toi. Merci beaucoup, Jérémy. Bah, merci à vous, merci pour la présentation. Bonne soirée, et puis Bonne bah, soirée et bon je verrai la entraînement. suite plus tard. Merci. Bye bye tout le monde. Au revoir. Au revoir, salut. Bon, bah, peut-être, non, si quelqu'un voulait parler? Non, c'était juste, dire que j'avais aussi l'occasion de visiter des ateliers de tapisserie à Aubusson et j'en ai d'excellents souvenirs aussi. Mmh. Mais bon, c'est il y a Je déjà quelques années, hein, mais mais je bon, ne je m'en suis rappelle pas encore.
Mais je ne peux que approuver. C'est mon territoire, c'est vrai. C'est très bien. Bon, bah, on va continuer si vous voulez. Ça va être, des recommandations, hein, principalement. Pour, aller plus loin, en fait, là, ce mois-ci, c'est, Made in Angers. C'est le premier événement, national de visite d'entreprise, hein. C'est l'un des plus anciens. Parce que donc là, ça se déroule du 7 février, donc c'est à partir d'aujourd'hui, jusqu'au 10 mars 2023 et cette manifestation connaîtra sa 24e édition. Donc voilà, c'est un des festivals les plus, les précurseurs en fait en visite d'entreprise et malgré les contraintes sanitaires, en 2022, il y a eu 152 entreprises, hein, du territoire qui avaient décidé d'ouvrir leurs portes, presque autant qu'une année, classique et du coup c'est très, très important. Une édition Made in Angers qui est très, très importante. Je mets l'accent dessus. C'est organisé par l'Office de tourisme Destination Angers qui est, le territoire en fait de la visite d'entreprise, hein. C'est là-bas que tout a été créé et donc le Made in Angers est vraiment à faire. Les entreprises qui ouvrent, pas forcément leurs portes, d'habitude sont invitées à le faire. Ça va de la Biscotte Pasquier aux Galeries Lafayette, en passant par la station de dépollution, de la Baumette de Angers-Loire Métropole ou encore, on peut retrouver par exemple un montgolfier. Voilà, donc vous pouvez découvrir le programme avec le QR code. Je vous invite à le scanner ou sur leur site, hein, tout simplement, Angers. Voilà pour cette édition. Aussi, et qui est très important par rapport au patrimoine de savoir-faire, le mois prochain, au mois de mars, on a les Journées européennes des métiers d'art. Donc ces journées-là, elles invitent le grand public à aller à la rencontre des professionnels des métiers d'art au travers de portes ouvertes, d'ateliers, d'établissements de formation, de manifestations, des rendez-vous de démonstration aussi de savoir-faire, des ateliers découverts, des conférences, des tables rondes, il y en a pour tous les goûts. Et chaque année, les JIMA, donc Journée européenne des métiers d'art, elles proposent plus de 6000 événements et portes ouvertes, hein, au sein des ateliers dans toute la France. C'est l'occasion aussi d'organiser des grands événements professionnels, comme des salons aussi des métiers d'art. C'était le cas à Périgueux, en Dordogne. Je ne sais pas si ça se renouvelle chaque année, mais en 2019, je crois, il y a eu plus de 70 professionnels qui se sont retrouvés autour de stands, de conférences, des ateliers aussi pour échanger sur leur métier et initier les artisans de demain. Voilà, parce que tout à l'heure, on parlait de l'importance de la transmission et pendant ces journées européennes des métiers d'art, c'est bien sûr au centre, hein, au cœur, mais on a des éditions qui sont plus particulièrement dédiées. C'était le cas en 2016 où on avait la thématique métier d'art, gestes de demain. En 2017, c'était savoir-faire du lien, savoir-faire du lien. Et en 2018, c'était futur en transmission. Là, cette année, la thématique de l'année, c'est sublimer le quotidien. Donc, ça peut donner envie aussi. Et puis, si ça vous donne envie, je vous invite aussi à scanner le QR code, voir le programme. Là, pour le moment, la programmation, elle est en cours. Mais pour vous tenir au courant sur les réseaux sociaux aussi, c'est très important. Ils postent bien sûr des lives, mais là, je vais y revenir parce que justement, je vais vous donner quelques ressources. La visite d'entreprise, je pense, alors si Alexis ne me contredit pas, on a un magnifique livre là, de Atout France, la visite d'entreprise, accueillir et valoriser l'entreprise auprès des visiteurs extérieurs. Ça, c'est quelque chose de professionnel pour construire sa visite d'entreprise qui est très intéressant. Par rapport aux événements, donc on a le Made in Angers et puis les JIMA qui sont qui sont vraiment des événements annuels très importants. Et vous pourrez retrouver aussi, si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pouvez aller sur leur, je parle des JIMA là notamment, sur leur Instagram, ils font des lives et ces lives-là nous font découvrir des savoir-faire où on a des personnes professionnelles qui sont invitées et pendant tout l'événement, en fait, on a des différents lives où ils nous présentent justement leur métier. C'est assez intéressant si vous ne pouvez pas vous y rendre. Et on a aussi donc la visite d'entreprise en France avec le guide du routard et puis tout ce que Alexis a dit tout à l'heure avec
entreprises et découvertes, donc voilà, qui valorise la visite d'entreprise sur les différentes régions, où là, pour le moment, le dernier, il me semble que c'est Nouvelle-Aquitaine. Je crois qu'il a été Oui, sorti. c'est ça. Oui. Ok, voilà. Voilà pour cette petite présentation. Je vous remercie beaucoup. Si vous êtes un peu joueur, je vous invite à scanner le QR code là pour faire un petit quiz sur la visite d'entreprise et sur tout ce qu'on a pu dire. Ça peut être intéressant pour voir à chaud ou à froid ce que vous avez retenu. Et puis peut-être aller écouter aussi notre podcast parce qu'on en a parlé, le patrimoine de savoir-faire et sa valorisation. Et on a accentué justement le podcast sur les métiers d'art et d'excellence dans nos régions françaises. Voilà. On avait aussi, dans le cadre de ce podcast, on a aussi... Ah, je m'entends... C'est à cause... Ouais, ok, c'est bon. C'était toi, Zélie, qui faisait te planter. Non, on a fait aussi un podcast avec Emmanuel Gérard de la tapisserie, sur la tapisserie d'Aubusson en complément. Donc, nous, nos podcasts, ils fonctionnent toujours en duo. C'est une partie où on va décrypter la notion. Donc là, c'était du coup patrimoine de savoir-faire. Et après, on interroge une personne qui nous parle de ce sujet-là. Donc voilà, c'est des épisodes qui vont en duo. Plus si vous êtes type format long interview ou plutôt aller à l'essentiel. Tous les deux, on décrypte la notion en 10 minutes. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour, puis à nous faire des retours aussi sur les podcasts, c'est toujours intéressant à prendre. Voilà, merci beaucoup pour votre présence ce soir, pour la participation aussi. Merci beaucoup Alexis pour la présentation, pour les échanges qu'on a eus aussi. Merci à vous pour l'invitation. C'était très sympa d'intervenir ce soir. Merci Hop, beaucoup. on a un message de Marie-Claire aussi. Merci beaucoup. Super, parfait. C'est la première masterclass qu'on fait et donc du coup on espère que d'autres arriveront, enfin on espère, d'autres arriveront, donc on espère que ça se passera aussi bien que ce soir. Notamment, je pense, si je dis pas de bêtises, et là je me jette un peu dans le vide, pour le mois prochain, ce sera au niveau du patrimoine et du numérique, vu qu'en plus on en a un peu parlé tout à l'heure. Normalement, avec aussi les représentants de Heritech, qui est un forum dédié au numérique, qui a lieu chaque année depuis, là ça va être la 4e année. Donc on aura aussi des invités pour cette édition de masterclass-là. Donc, j'ai vu que par rapport au mail que vous nous avez laissé, vous étiez intéressé pour avoir la programmation à venir. Donc, on vous enverra en tout cas les liens de connexion, les informations, les dates. Comme ça, vous pourrez y assister. Nous aussi, effectivement, on a le Discord, on en a parlé. On a notre site web et l'espace ressources. Donc, n'hésitez pas à aller sur notre site web paroledepatrimoine.fr. Vous allez retrouver dans les rubriques les informations sur nos projets, les groupes de discussion, les mémoires aussi et les blogs collaboratifs parce que du coup notre communauté est invitée à partager. Donc on a des mémoires d'autres personnes, on a des articles écrits par d'autres personnes et l'idée c'est de croiser les sujets. Donc voilà, il y a aussi cette ressource-là. Je tiens à vous remercier beaucoup de m'avoir écouté, de nous avoir écoutés. Merci pour tout. Et puis on espère vous revoir dans une masterclass prochainement. Merci beaucoup à tous et du coup on vous souhaite une bonne soirée et au plaisir du coup de pouvoir échanger avec vous. Merci Voilà. beaucoup. Merci, bonne Merci soirée. à vous. Merci beaucoup. Bonsoir. Au revoir.